Le grand débat de Good Evening Business jusqu'à 19h. Et quel casting pour finir la semaine. Bonsoir Rodolphe Bonas. Bonsoir. Merci d'être là, PDG d'Aristide Retail Technologies. Bonsoir Stéphanie Villers. Bonsoir. Économiste et conseillère économique chez PwC France et Maghreb. Et bonsoir Frédéric Farah. Bonsoir. Incontournable vendredi soir, économiste et professeur à Paris 1. Messieurs, dames, on va prendre 5 minutes pour boucler la boucle sur ce dont on parlait avec notre invité et sur cette actu de fin de journée. Donc, les fournisseurs d'électricité, ça y est, qui, bon an, mal an, ont trouvé un mode d'emploi pour mettre en place cette annonce d'Emmanuel Macron, qui a tordu le bras aux énergéticiens pour mettre en place ce plafond à 280 € le mégawattheure sur les facture d'électricité pour les TPE qui consomment beaucoup d'énergie. Mais il y a quand même ce chiffre qui surprend un peu tout le monde, enfin qu'on a du mal à comprendre, peut-être que vous comprenez. À peine 30% des entreprises qui ont droit aux aides les réclament. Rodolphe, comment, enfin voilà, je sais pas, vous comprenez oui, ça? Oui, je commence à le comprendre. Alors, c'est quoi l'explication? En fait, un des points, c'est que dans un dispositif un peu de crise et de difficulté, un entrepreneur, il a déjà une dose administrative très très lourde, particulièrement les petits. Il faut savoir ça. Je vous rappelle que dans une PME, il y a 142 jours qui sont dédiés à l'administratif par an. Donc, 142 jours, on va faire que de l'administratif. Ok, je connaissais pas sûr. Donc, c'est vrai que mécaniquement, rajouter une dose administrative, ils vont le faire, c'est sûr. Alors, je pense que les 30% qui ont joué la carte, c'est ceux pour lesquels c'est vital, c'est-à-dire eux ils l'ont joué tout de suite. Parce que là, j'entends l'argument de la lourdeur administrative, mais là c'est cocher une case. Ça y est, on a tous compris, c'est cocher une case. Là maintenant, personne peut dire que ça. Maintenant, oui, que bien ça sûr. prend des heures il faut de que ça cocher une s'alerte. case. Et là, pour le coup, les fédérations patronales ou les fédérations de filières ont un vrai rôle à jouer, d'aller sensibiliser leurs adhérents pour leur dire, ça y est les gars, faut y aller. Donc, mais alors, ce que vous disiez, je vous fais réagir là-dessus, peut-être Stéphanie, c'est peut-être aussi qu'en fait les entreprises finalement n'en ont pas tant besoin que ça de ces aides. Finalement, si elles sont une majorité à pas les demander. Non, les TPE qui sont très énergivores, je pense qu'elles n'ont pas le choix. Donc, bien sûr, ça doit faire partie des 30% qui ont tout de suite réclamé. Et puis, les autres, petit à petit, elles vont se mettre à... On est quand même habitué en France, depuis la crise sanitaire, à avoir ces espèces de pare-feu contre tout type de choc. Et je pense que ça ne va pas non plus changer dans les habitudes, dans le quotidien d'un entrepreneur, d'une TPE, d'aller remplir un dossier pour avoir ces aides-là. Parce qu'on a vu quand même qu'au-delà de la démarche administrative, il y avait un vrai gain, ce qui nous a quand même permis de passer facilement, à la fois, facilement entre guillemets, mais à la crise Covid et la guerre en Ukraine. Donc le démarrage est peut-être assez lent, mais j'ai pas d'inquiétude sur la capacité des TPE à vouloir rendre leur entreprise rentable. Oui, mais ça interpelle quand même. Enfin, on voyait bien que l'argent a été vite décaissé pendant la pandémie, mais que là, les aides à l'énergie, ça sort beaucoup moins vite. D'ailleurs, on l'a vu dans les chiffres du déficit de l'État. Finalement, cette année, il sera 20 milliards moins lourd que prévu, parce que l'État a beaucoup moins décaissé sur les aides à l'énergie. Frédéric Farah. Est-ce qu'on s'est pas un peu tous emballés finalement sur les boulangers, les artisans, les PME? Ça dépend, parce que moi, si je peux me permettre, juste pour donner juste un exemple, moi, mon entreprise est à Clichy. À côté de moi, j'ai une petite entreprise qui s'appelle la Fabrique à Cookies. La Fabrique à Cookies, etc. Voilà, exactement. C'est des très bons cookies. Et bien là, la Fabrique à Cookies, elle a vu bien sûr son coût passer de 30 € à 150 €. Donc il y a fort à parier qu'elle a coché la case, c'est sûr. Ensuite, après, la grille de lecture du poids énergétique pour un patron de PME sur son compte d'exploitation, elle n'est pas connue de tous les patrons de PME. C'est-à-dire que, en fait, une grille de lecture pour une TPE ou une petite entreprise, oui, quand vous êtes boulanger, pâtissier, où vous avez un poids de l'énergie qui est absolument considérable, mais pour beaucoup d'entreprises, finalement, ça fait partie des charges d'exploitation, et ce point de détail, il n'est pas si suivi que ça. Tout le monde ne suit pas. Les grosses boîtes, oui, mais suivent chaque ligne d'exploitation. Donc là, c'est pour ça que je dis qu'il y a un travail et du gouvernement et des fédérations patronales pour aller sensibiliser l'ensemble de ces secteurs en leur disant, vous y avez droit, améliorez votre compte d'exploitation et vous allez chercher vos aides. Et ça va coûter 500 millions, c'est ce qu'on se disait pendant la pub, c'est une info que nous a donné Bercy. Cette mesure-là, le rabais, passer des contrats exorbitants à 280 € le mégawattheure, ça va coûter 500 millions, 300 millions pour l'État. Voilà, c'est l'État qui finalement va mettre de sa poche le plus dans cette affaire. C'est pas ce qu'on avait compris au départ, on avait compris que ce serait qui tordait le bras aux énergéticiens, finalement c'est Bercy qui va y être de sa poche. Oui, l'État continue à faire ce qu'il fait depuis la crise, c'est-à-dire il fait l'assureur en dernier ressort. Donc c'est ça son job, c'est la fonction
fonction de l'État. C'est un assureur à la fois qui assure que le pouvoir d'achat ne s'effrite pas d'un côté, il s'assure que les entreprises ne soient pas asphyxiées de l'autre, et il continue à faire ça. Alors c'est intéressant parce que ces histoires de ne pas faire appel à des aides, on a un peu un pendant, mais cette fois-ci pour les personnes, et c'est un problème très ancien, qui n'a rien à voir avec l'énergie, qui est un problème très français, qui est par exemple, qui est un vrai débat à la sécurité sociale, c'est le non-recours aux droits. C'est-à-dire, absolument, ouais. Et donc, oui, mais là, c'est pas les mêmes profils. Non, c'est pas les mêmes profils. Voilà. C'est intéressant de voir que quand même, chaque fois qu'il y a des aides qui sont proposées à entreprises, personnes ou autres, il y a une réflexion à faire sur qu'est-ce qui se passe, même si c'est pas les mêmes profils, c'est pas les mêmes situations, c'est pas les mêmes raisons, que ce que l'on croit être finalement plus pratique, et ben finalement, il y a des réactions que ce soit liées à la méconnaissance des choses, que ça soit on n'observe pas. Finalement, ça ne rentre pas dans la culture, on va dire, ou dans les pratiques. Ouais. C'est comme, vous savez, lorsque on a pensé, par exemple, administrativement, de faire des guichets uniques, on pensait que ça allait être plus efficace, et au final, on a fait rencontrer des cultures parfois différentes. On l'avait vu quand le Pôle emploi est né, par exemple. Et il n'y a pas toujours l'efficacité au bout de la route, alors que pour l'instant, on a l'impression que c'est simple et que l'État est prêt à sortir des sous, et puis il continue, quoi qu'il en coûte, même s'il dit qu'il ne veut pas le faire, mais il continue à le faire. Tout à fait d'accord avec vous, point très intéressant, et ça mériterait qu'on prenne plus de temps pour développer là-dessus. On a vu qu'effectivement le chèque énergie, aussi beaucoup de ménages modestes y ont droit et les ont pas pris. On reparlera de tout ça, mais pour l'heure, place à Julien Casqui, le rappel des titres de 18h30. BFM Business, l'info éco. Julien Casqui qui nous fait le plaisir d'être avec nous ce soir pour nous apporter les principaux titres de cette fin de journée. Bonsoir Julien. Bonsoir Thomas. À la une de l'actualité, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken reporte sa visite en Chine prévue dimanche. Cela fait suite à la détection hier par les États-Unis dans leur espace aérien d'un ballon espion chinois. Ce voyage diplomatique devait s'inscrire dans la continuité de la rencontre entre Joe Biden et Xi Jinping l'année dernière à Bali. Sur le front de l'emploi, il rebondit aux États-Unis au mois de janvier. À la surprise générale, 517 000 emplois ont été créés, 2 fois plus qu'en décembre. Le taux de chômage recule à 3,4%, au plus bas depuis plus de 50 ans. La réponse du patronat à Elisabeth Borne, la première ministre qui évoquait hier de possibles sanctions contre les entreprises ayant des mauvaises pratiques en matière d'emploi des seniors dans le cadre de la réforme des retraites. Un index qui ne fonctionne pas, selon le MEDEF. La CPME, elle se dit opposée aux sanctions et à un élargissement de cet index aux entreprises de plus de 50 salariés. Obliger EDF à vendre davantage d'électricité bon marché à ses concurrents était légal. C'est la conclusion du Conseil d'État. Le gouvernement avait en effet demandé à EDF de faire un effort pour contenir la facture des Français en 2022. L'énergéticien avait déposé un recours jugeant cette décision illégale. Une nouvelle division beauté pour Kering. Objectif, développer les parfums et cosmétiques de Balenciaga, Alexander McQueen, Bottega Veneta ou encore Quilin. C'est Raffaella Cornaggia qui prend la tête de cette nouvelle entité. Elle est notamment passée par L'Oréal et Chanel. Et puis on a appris la mort de Paco Rabanne, le couturier espagnol, est décédé en France à l'âge de 88 ans. Il a marqué l'univers de la mode durant un demi-siècle et avait créé sa marque éponyme, revendue au groupe catalan Puig. Merci beaucoup Julien Casqui, 18h33, la suite du grand débat de Good Evening Business. Votre rendez-vous avec Selectour Affaires, principal acteur français du voyage d'affaires. Confiez-nous vos déplacements professionnels. Good Evening Business, le débat. La suite du débat avec Stéphanie Villers, PwC, Frédéric Farah, Paris 1 et Rodolphe Bonas, Aristide Retail Technologies. ART, vous saviez que voilà, l'acronyme de votre boîte, ça faisait ART. Vous le saviez, je vous le laisse, c'est gratuit. Je vais l'utiliser, merci. Voilà, c'est gratuit quand vous exportez à l'étranger. Messieurs, dames, on parle maintenant de cette réforme des retraites, sujet incontournable évidemment, qui s'est imposé dans le quotidien et qui arrive sur les bancs de l'Assemblée lundi prochain. Vous avez vu qu'Elisabeth Borne hier soir a ouvert un peu plus la porte à des sanctions sur les entreprises qui ne joueraient pas le jeu de l'emploi des seniors. Écoutez ce qu'a dit Elisabeth Borne. Je pense qu'on doit aller sans doute plus loin et on a des députés de la majorité qui le proposent. Et le débat de la semaine prochaine sera sans doute l'occasion de le faire en disant que les entreprises dont l'index montre qu'elles n'ont pas des bonnes pratiques à l'égard des seniors, si elles n'ont pas un plan d'action
elles doivent mettre en place un plan d'action qui évidemment sera négocié dans l'entreprise. Si elles ne le font pas ou s'il n'y a pas des effets pour corriger ces mauvaises pratiques, alors il pourra aussi y avoir des sanctions. Alors, je commence par qui ? Stéphanie Villers, elle a raison, Elisabeth Borne, de menacer davantage des entreprises, d'ouvrir la porte à des sanctions ? Je ne crois pas que l'employabilité des seniors soit une variable d'ajustement en fonction d'éventuelles sanctions. Les entreprises, elles n'ont pas à marcher sur la sanction. Mais par contre, il y a un vrai problème, c'est cette capacité à absorber ces seniors en fin de parcours, qui, pour l'entreprise, en fait, deviennent de moins en moins sexy, il faut dire la réalité, parce qu'ils coûtent cher, en fait. Et à cette réforme, ce qu'on peut regretter, c'est que ça a été une réforme paramétrique. On dit aux entreprises et aux salariés, vous allez travailler 2 ans de plus. Mais à vous de vous débrouiller, en fait. Et c'est bien, peut-être, le problème de l'acceptabilité au niveau de l'opinion publique, c'est que les salariés savent bien qu'à partir de l'âge d'arriver à la retraite, on va dire entre 55 ans et 62 ans, le problème, il est déjà là, en fait. Beaucoup de salariés sont déjà en train de craindre pour leur avenir professionnel. Alors, leur rajouter 2 ans de plus... rajouter 2 ans de chômage. En tout cas, c'est des craintes supplémentaires et il n'y a pas eu véritablement de réflexion sur ce domaine-là. On demande aux salariés et aux entreprises de gérer le sujet avec, bien sûr, une idée qui sort, c'est augmenter la formation. Mais est-ce qu'on peut demander à quelqu'un de 60 ans de se former, retourner sur les bancs de l'école ? Moi, je ne le pense pas. Non, mais se former, c'est pas sur les bancs de l'école, pas toujours, pas tout le temps. On peut changer de métier. Lorsqu'on a 40 ans d'expertise, généralement c'est dans un domaine particulier et on devient un expert dans son domaine à travers les années qui passent. Ça s'appelle l'expérience. Et on va leur dire que c'est 40 ans d'expérience. Excusez-moi si je grossis le trait, il y a peut-être que 30 ans d'expérience. On va leur dire, allez, choisissez une autre fonction, faites un autre métier. Mais ça, c'est pas une façon de valoriser l'expérience et l'expertise. Oui, et je pense qu'on prend le sujet du mauvais côté, en fait, au lieu de regarder au contraire ce que peut apporter un senior pour l'entreprise. Frédéric Farah, donc en creux, est-ce que vous êtes d'accord avec ce que dit Stéphanie ? C'est-à-dire que vous n'achetez pas l'argument qui est de dire, parce que l'argument du gouvernement, c'était de dire lors de la précédente réforme, quand on a décalé déjà de 2 ans, qu'on est passé de 60 à 62, ça a augmenté le taux d'emploi des seniors. Donc là, ça va encore l'augmenter. Vous achetez pas cet argument. C'est pas aussi simple. Non, c'est pas aussi simple. Et puis là, la proposition de Mme Borne, c'est ni fait ni à faire. Je le dis cash. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est exactement ce qui vient d'être dit. C'est-à-dire que, tiens, on fait une réforme des retraites. On se rend compte que dans notre pays, on a un problème avec l'emploi des seniors depuis longtemps. C'est-à-dire, au lieu de reprendre ça en amont, on se dit, tiens, on fait la réforme. On n'a pas pensé sur un truc hyper important qui était la question de l'emploi des seniors. Donc on n'a pas une culture là-dedans, on n'a pas l'habitude là-dedans. Il y a des tas de gens qui se trouvent au bord de la retraite et qui n'ont même pas en boîte, qui sont au chômage et qui vont se retrouver en plus grande difficulté. Et on se dit, on a une super idée. On va sanctionner les entreprises parce que c'est comme ça qu'on va régler le problème. On a aussi le frère de cette stupidité, c'est le bonus-malus. Vous savez, qui était, quand on a dit... sur les contrats courts. Sur les contrats courts. Qui est une usine à gaz pour les entreprises, qui les flingue dans tous les sens et qui ne comprennent pas ce truc et ça les place en difficulté. Alors maintenant, on a dit, tiens, comme ce truc, c'était une bonne usine à gaz, et si on en fabriquait une autre, parce que vraiment, il n'y a aucune raison. Et donc, en fait, si vous voulez, on veut faire de la pédagogie sur une réforme. D'un côté, on s'adresse aux entreprises en disant la méfiance, la sanction d'un côté, de l'autre côté, on n'a rien pensé sur l'emploi des seniors, et on engage une réforme paramétrique où on va placer des tas d'individus dans une situation de précarité, et on sait très bien que la formation va déjà aux formés. Donc, dans le fond, c'est ni fait ni à faire, et on se dit quand même, il y a un amateurisme à l'œuvre qui est quand même somme toute inquiétant. Rodolphe Bonas. Oui, on a presque même l'impression qu'il y a derrière un dessin, un petit jeu politique qui consiste à essayer de répondre aux attentes des syndicats et de la gauche qui évoquaient en disant mais augmenter les cotisations des entreprises. Donc là, elle peut pas dire oui tout de suite, mais en revanche, la politique du bâton, ça pourrait peut-être aménager un peu les choses en disant si on allait taper sur les entreprises. Je souscris pleinement à ce qui vient d'être dit, particulièrement sur la logique usine à gaz aussi, parce que ça c'est sûr qu'on va y avoir droit. Je parlais de ce temps administratif, mais qui va continuer à augmenter.
Et donc là, oui, c'est certain qu'il y a. J'ai peur qu'à force de cristalliser cette réforme, la réponse gouvernementale soit finalement une réponse qui aille plus vers la complexité plutôt que l'efficience. Et ça, c'est un petit peu un vrai problème, parce qu'on ne va pas régler les problèmes de fond, mais en revanche, on va rajouter de la complexité, rajouter des dispositifs d'exception, essayer de traiter le système pour essayer de la faire passer à tout prix, cette réforme. Ouais. C'est un peu dommage, parce que sur le fond, il n'y a pas de choix. Il va falloir s'y pencher. La CPME, la Confédération des PME a réagi à la mi-journée. Évidemment, sans surprise, ils sont vent debout. Ils ne font pas de mystère là-dessus, que ce soit le MEDEF ou l'UDP. Ils disent, au lieu de nous punir, ce qu'il faudrait faire, c'est nous inciter à les garder plus longtemps en baissant les charges. Est-ce que ça serait une réponse ? Ça, c'est sûr que pour faire avancer des projets, il y a la peur ou l'envie. Alors aujourd'hui, le gouvernement choisit la peur, la menace, la sanction. Mais c'est vrai, c'est tout à fait exact. Si on avançait dans une logique de création de valeur, d'envie, d'opportunité finalement, parce qu'aujourd'hui, un senior, malheureusement, il y a 50% des seniors aujourd'hui qui sont déjà à côté du dispositif du travail. Donc, occupons-nous de cette situation-là aussi, mais dans une logique dans laquelle on rend attractif le fait de les avoir dans nos entreprises. Alors justement, Stéphanie, vous disiez les seniors sont pas sexy, c'est quand même terrible. Senior, c'est plus de 55 ans, je rappelle en France, plus de 55 ans, c'est pas sexy, ça fait froid dans le dos. Donc si on baisse le coût du travail, est-ce que ça déjà on résoudrait une partie du problème ? Vous savez, le senior n'est pas sexy, mais celui qui rentre sur le marché du travail, le jeune non plus, parce qu'il a quand même eu des difficultés. Il ne faut pas louper le coche pour être sexy. Il n'y a pas uniquement qu'une seule catégorie qui est pénalisée pour. Non mais vous disiez tout à l'heure, il coûte cher. Voilà, lui il coûte cher. Donc si on baisse le coût des cotisations, est-ce que ça pourrait... Alors il y a deux choses. Il y a effectivement, par exemple, pour développer l'apprentissage, ce qui a véritablement réussi parce qu'on a eu 700 000 créations de... 800 000 même l'an dernier. 800 000 de contrats d'apprentissage. Encore. Bien, oui, parce que l'État a tout payé. Oui, des aides qui ont effectivement incité. Oui, mais ça marche très bien. On voit en fait qu'à partir du moment où il y a un pied dans l'entreprise, mais en face, quand il y a un jeune qui arrive, il faut forcément un senior pour le former. En tout cas, il faut quelqu'un pour voilà. Et normalement, c'est là où on pourrait arriver à réconcilier les deux. C'est-à-dire que n'oublions pas que l'apprenti ou l'alternant est en temps partiel dans l'entreprise parce qu'il continue ses études et en face, il y a un senior qui où on lui propose jour-nuit, c'est-à-dire où vous travaillez à temps plein jusqu'à votre retraite et du jour au lendemain vous passez inactif. Et je pense que voilà, il y a quand même quelque chose à creuser. C'est d'un autre côté, les alternants ont besoin d'être formés, les seniors ont besoin de travailler plus longtemps. Alors plutôt que de baisse des charges, moi je suis pour le développement du temps partiel pour les seniors, avec bien sûr une prise en charge de l'État, mais de toute manière il y aura un maintien en activité de ces seniors pour cet accompagnement et aussi pour aider le senior à travailler plus longtemps et aller petit à petit dans la vie, dans l'inactivité qui s'appelle la retraite. Et là, on voit vraiment qu'on est à l'opposé du chemin qui est en train d'être pris. On est un chemin de rigidité. Ce que vous évoquez là, c'est un chemin d'agilité et de souplesse. Et je partage tout à fait cette logique-là, qui est une logique d'adaptabilité. Il faudrait peut-être qu'on se penche plutôt sur ces logiques d'adaptation plutôt que de rigidité. Pardon. On va voir maintenant, la balle est dans le camp des députés. Voilà. On va voir comment tout ça va bouger à l'Assemblée à partir de lundi. Frédéric, juste une chose, se rappeler combien ça coûte les exonérations de cotisations sociales. C'est 85 milliards des exonérations qui existent déjà. Ça représente un poids de 85 milliards. Gigantesque, gigantesque. Donc si on exonère encore, il va falloir qu'on voit comment on fait avec la sécurité sociale de l'autre côté. Évidemment. Surtout qu'en plus, il n'y a plus la loi Veil qui disait que lorsqu'il y avait une exonération, il fallait compenser à l'euro près. Et ça, c'est fini ça. Donc là, il va falloir voir comment on fait avec les comptes, parce qu'il y a aussi la question des comptes. Évidemment. On va en parler de tout ça, des comptes publics et de la macro tout de suite après la pub. Il y a beaucoup de mouvements cette semaine entre les banques centrales et tout un tas d'indicateurs d'activité qui sont tombés. À tout de suite. Good Evening Business. Actu, experts, débat et interview des grands acteurs de l'économie. Les grands prix BFM Business sont de retour. Vous êtes une entreprise de taille intermédiaire, candidatez jusqu'au 26 février sur grandprixeti.com. Parmi l'une des 6 catégories Made in France, RSE, Innovation, Économie du sport, ETI, familiale et internationale, venez partager votre expérience. Les grands prix BFM Business des ETI sur BFM Business. Les grands prix BFM Business des ETI avec Banque Palatine. Être partenaire, c'est relever ensemble des défis.
Salut à tous, c'est le Tone. Skoda a installé un truc de dingue juste derrière moi. Pour le lancement d'Enyaq Ivy, on a voulu le mettre en avant au travers d'une immersion en 3D. C'est quoi la nouveauté de cette Enyaq Ivy? Son autonomie allant jusqu'à 545 km. Il ne reste plus qu'à l'essayer avec les essais à domicile Skoda. L'humain est le premier capital de votre entreprise, mais aussi le plus fragile face à des situations déstabilisantes. CriseUp gère ces bouleversements et vous accompagne à chaque étape de la gestion de crise. CriseUp, comprendre les situations humaines sensibles. Vous êtes plombier, restaurateur, fleuriste ou patron d'une agence immobilière? Votre vie va changer. Vous voulez faire de la pub locale à la télé, mais vous ne savez pas comment vous y prendre. Aujourd'hui, ça n'a jamais été aussi facile. Vous choisissez votre zone de diffusion. Vous définissez votre budget à partir de 2 000 € et le tour est joué. Il ne vous reste plus qu'à diffuser votre publicité sur les chaînes locales de BFM. Enfin, une solution ultra simple pour faire connaître votre activité près de chez vous. Good Evening Business, le débat. Allez, il nous reste 10 minutes. Dans cette dernière partie du débat de Good Evening Business, je vous le disais, on va parler de la macro, avec cette semaine des banques centrales. Là aussi, le hasard fait bien les choses. Elles ont toutes annoncé leur hausse des taux en même temps. La Fed, on passe à 4,5, la Banque d'Angleterre à 4, la BCE à 2,5. Et c'est pas fini. Écoutez ce que disait hier Christine Lagarde pendant sa conférence de presse de la BCE. Nos futures décisions de relèvement des taux directeurs continueront d'être prises à un rythme régulier. Nous nous tenons prêts à ajuster toutes nos actions pour assurer un retour au plus tôt de l'inflation à son niveau visé. Bon, donc ça remonte depuis des mois, mais c'est pas fini, Frédéric Farah. Le travail n'est pas fini. Non, alors si on lit attentivement tout ce que dit Madame Lagarde, puisqu'on retrouve tout ça sur le site de la BCE, évidemment, bon, voilà, elle nous. Alors c'est très curieux ce qu'elle dit, parce que d'un côté, elle explique qu'elle va remonter les taux, mais en même temps, il y a un sous-discours qui est intéressant de montrer que pourquoi il y a moins d'inflation, un peu moins. Et en fait, elle n'évoque pas la victoire de sa politique ou de cette politique-là. Elle explique que ça se détend un peu sur les matières premières, que il y a un mieux de ce côté-là. Elle explique d'une certaine façon que elle croit à une certaine résilience de l'économie européenne, même si elle reconnaît, que la croissance risque d'être un peu hésitante. Mais en fait, ce qui est amusant quand on lit ses propos, on n'a pas l'impression que ce un peu mieux qu'elle voit est lié à la politique monétaire qu'elle mène, parce qu'en fait, la politique monétaire qu'elle mène... Elle a le triomphe modeste. Elle a le triomphe modeste, mais où elle a eu un effet, c'est par rapport au prix immobilier. Alors ça effectivement, ça a un effet. Donc là, on a vu que ça a tassé l'affaire. Ah ouais, c'est violent. Ouais. C'est assez violent. Là, ça a marché. Bon, très bien. Pour le reste, la capacité qu'elle a à agir sur l'énergie ou autre, non. Après, elle fait un petit clin d'œil à la réforme des retraites, mais de manière très subtile, parce qu'elle dit qu'est-ce qui va amener de la croissance? Il faut engager des réformes structurelles au plus vite, et il faut que les États aillent dans ce sens et contiennent la progression de la dépense publique. En disant ça, elle dit qu'il faut engager des réformes structurelles. Qu'est-ce que c'est que les réformes structurelles? Dans le langage de l'Union européenne, c'est la protection sociale et le marché du travail. Protection sociale, maladie et retraite. Manière très subtile de s'inviter dans le débat sans rien dire du tout. Ouais. Donc ce qui est très très subtil comme affaire, parce qu'elle dit d'où va venir la croissance, c'est pas d'une dépense publique non contrôlée, elle dit en gros c'est l'accélération des réformes structurelles. Elle le dit noir sur blanc dans sa conférence de presse qu'on retrouve sur le site de la BCE. Donc d'une certaine façon, elle va continuer à augmenter en faisant le pari que comme les économies se tiennent à peu près bien, la croissance est encore là, les créations d'emplois, que si on fait un resserrement qui n'est peut-être pas si conséquent que ça, l'économie va tenir. Mais on ne peut pas attribuer le un peu mieux qu'elle identifie à l'effet de la politique monétaire qu'elle conduit, si ce n'est que faire s'écrouler les prix immobiliers. Stéphanie Villers ? Oui, alors il y a quand même aussi une... Parce qu'effectivement, l'inflation, ça y est, on a le sentiment qu'en zone euro, on a passé le pic. Oui. L'inflation, là, ça fait 2-3 mois que ça baisse. Alors, pas en France, on est encore très haut. Hein. En France, on s'est stabilisé à 6. Ouais, mais il faut voir l'effet de la hausse des 15% là, sur les prix du gaz. L'électricité. Du gaz pour les ménages. Donc il y a il y a encore 2 mois à passer un peu compliqué. Et puis, mais moins que l'INSEE s'attendait à 7 en janvier, on a eu 6. À 6,6 en décembre, on a eu 5,9. Bon, on voit là, ça fait 6 mois en gros qu'on est à 6, qu'on plafonne, quoi. Ouais, alors, d'autres pays. Ça reste beaucoup, hein, mais bon.
Ouais. Moi, je trouve que la BCE aussi, en fait, elle adresse un signal assez clair. C'est-à-dire que voilà, le coût de l'argent va devenir un peu plus cher et toutes les entreprises ont bien intégré en fait ce changement de paradigme. L'argent va plus couler à flot. Donc il y a moins ces espèces d'enthousiasme qu'il y avait auparavant. Et ça réfrène les envies, et notamment les envies d'augmenter les salaires trop rapidement. Et c'est en ça où moi je pense que c'est un succès, parce que elle nous a bien dit qu'elle voulait éviter la boucle prix-salaire, et tant que les salaires resteront en deçà de l'inflation, on évitera en fait cette spirale toxique. Donc pour l'instant, elle a effectivement la victoire un peu modeste. Elle a raison, parce que de toute manière rien n'est encore fait. Un autre choc exogène, on est reparti. Donc voilà, il vaut mieux être prudent. Mais je trouve que à la fois aux États-Unis et aussi en Europe, c'est assez étonnant. On a l'impression que maintenant on sait gérer tout type de crise, en fait. La politique monétaire nous sort de tout, de tout type de choc, que ce soit une crise sanitaire, une crise énergétique. Enfin, la crise énergétique peut-être moins, mais il y a quand même et c'est pour ça aussi que le climat des affaires, notamment en France, est assez bon. Il y a une espèce de protection qui a été mise en place depuis la crise. Depuis 3 ans. Même bien, on va bien avant. En 2008 arrive ce quantitative easing, et on voit, bon an mal an, que le monde des affaires se tient plutôt assez bien. Ne s'écroule pas. En fait, là, Rodolphe. C'est vrai que là, on a une mesure finalement d'augmentation de la fréquence. Ce qu'elle nous explique aussi, c'est qu'elle dit très clairement, je vais m'adapter à ce que je rencontre. Elle a un peu changé son discours. Voilà, c'est-à-dire, elle dit, bon, attendez, je vais essayer un peu moins va-t-en-guerre. Voilà, exactement. C'est un peu ça l'idée, d'essayer d'être un peu plus dans la rythmique, de coller plus à la réalité du marché, justement pour éviter la catastrophe qu'on a eue sur l'aspect immobilier. Et en parallèle de ça, on peut regarder aussi outre-Atlantique. C'est intéressant de voir aux États-Unis les communications de la Fed, de son côté, qui commence déjà à nous installer dans finalement la baisse des taux, c'est-à-dire exactement, ils sont déjà dans une logique dans laquelle ils programment sur les 18 prochains mois exactement à quel rythme la situation va s'améliorer de leur côté. Donc c'est vrai que ça rejoint un peu ce que vous disiez, c'est-à-dire qu'on sent que dans ces fondamentaux-là, l'ensemble de cette économie mondiale, on va dire très 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 soudée, très très liée entre les États-Unis et l'Europe, finalement, arrive à dire, écoutez les amis, on va sortir de cette affaire et on arrivera à sortir par le haut. Et je pense que c'est assez rassurant pour les marchés, pour l'ensemble de l'économie, de se dire que finalement ça va tenir quelque part et qu'on va passer la vague. Et alors, justement, on a des indicateurs en début de semaine qui nous montrent que ça tient. Parce que c'était toute la question quand les grandes banques centrales ont entrepris cette période de resserrement monétaire, c'était de dire est-ce que tout va s'écrouler ? Est-ce que l'activité, la croissance, tout ça va pas tenir ? Et on voit finalement, certes on n'a pas des chiffres mirobolants, mais que ça tient. On a en zone euro finalement un plus 0,1 au lieu de basculer en contraction. Aux États-Unis, on a encore des chiffres de création d'emplois qui sont tombés cet après-midi, qui sont bien au-delà de ce qu'on attendait, plus de 500 000 créations d'emplois. Donc quelque part, les banques centrales, il y avait énormément de scepticisme, mais peut-être qu'elles arrivent à trouver cette ligne de crête entre faire baisser les prix et maintenir l'activité à flot. Alors Frédéric, après. Sans rentrer juste dans cet aspect, il y a un point peut-être d'inquiétude qui finalement sont les indicateurs non visibles. C'est-à-dire que je pense que derrière cette approche très macroéconomique où tout le monde se rassure, etc., il reste un tissu qui est finalement le tissu des toutes petites entreprises, des entreprises unipersonnelles, qui, elles, sont dans des situations critiques qui... celles qui sont en défaillance. Exactement. Ça qui remonte, qui, de façon macroéconomique, vont pas être perçues, finalement. Entre guillemets, on pourra pas forcément s'en rendre compte, mais qui, d'un niveau social et sociétal, en revanche, l'impact est très lourd. C'est-à-dire que dans des politiques de dispositifs accompagnant ces entreprises, qui représentent quand même un tissu social et sociétal très important, et là, qui sont en train de vraiment souffrir, particulièrement en France, parce que vous savez que là, on arrive à la fin du PGE. Donc, il y a un certain nombre d'entreprises qui se retrouvent dans des situations d'impossibilité de paiement et, bien sûr, de rupture. Je rappelle une augmentation de près de 50% des défaillances d'entreprise en 2022. Oui, tout à fait, quasiment ça. Quasiment 40%. On est en dessous du niveau de 2019, mais ça remonte. Mais ça remonte, et notamment dans les toutes petites entreprises. Frédéric Farah. Je dirais quand même, les banquiers centraux, on a l'impression qu'ils ont trouvé à peu près la recette, non ? Oui. Mais alors il y a non, vous avez le droit de dire non. Non, je sais que j'ai le droit de dire non, mais j'avance sur ces questions avec
prudent. Vous avez bien raison. Voilà. Prudence et nuance. Voilà. Le philosophe polonais Kolakowski disait le gris c'est beau. Donc, il a raison. Et il a raison. C'est pour ça qu'il y a plein de voitures grises. Voilà. Alors, le gris c'est beau. Donc simplement, moi ce qui m'inquiète un peu, c'est quand on regarde les notes de l'INSEE ou autres, l'investissement ça va, mais la consommation, ça va pas du tout. Ça va pas. Non. Donc qui dit consommation ça va pas, ça veut dire qu'il y a aussi une question de salaire derrière. C'est-à-dire que parce que on regarde quoi quand on achète un bien, combien ça coûte, qu'est-ce qu'on a. Je veux dire basiquement, c'est assez basique. Hein. Donc et là, il y a un problème en Europe. Alors on peut discuter ensuite en France sur la question des salaires. C'est-à-dire est-ce qu'il pourrait y avoir vraiment une boucle prix-salaire, sachant que la capacité, pas de tous les travailleurs, mais de certains travailleurs, de négocier des augmentations reste relative. Et d'autre part, il y a un problème de salaire en Europe de manière générale. J'aime toujours rappeler qu'en 2017, c'était peut-être une autre époque, Mario Draghi s'adressait aux différents gouvernements européens pour dire que les niveaux de salaire avaient atteint un minimum historique inquiétant. Il était, en avril 2017, dans une communication qu'on retrouve sur le site de la BCE, le dit clairement. Ce problème s'est pas évaporé entre-temps. Il n'a pas disparu. Et je pense que ce que Mario Draghi indiquait... Et donc, le problème, c'est quand même que la consommation, si elle se tasse, nous vivons quand même comme dans des économies qui sont caractérisées par le fait d'être... C'est le consommateur en dernier ressort. C'est-à-dire c'est lui quand même qui, pas comme le prêteur en dernier ressort... Qui porte l'économie. Qui porte aussi l'économie, puisqu'on est dans une économie de consommation. C'est vrai. Donc je me dis, pour certaines catégories de ménages, il y a, entre des salaires qui ne progressent pas assez et, malgré les aides de l'État, un problème de pouvoir d'achat et un tassement de niveau de vie. Et je pense que derrière le côté trop macro, on risque de l'oublier vraiment. Surtout, je finis, que les dépenses préengagées, c'est-à-dire assurance, internet, loyer... Ce qu'on appelle les dépenses contraintes. Voilà, qui permet à l'INSEE de faire établir cette chose très intéressante qui est le revenu arbitrable, c'est-à-dire une fois qu'on retire les dépenses préengagées, avec quoi on peut arbitrer, eh bien... Pour les catégories, on va dire, qui sont populaires, ouvriers, employés, avant même cette crise énergétique, les dépenses préengagées avaient déjà pris beaucoup de place. Donc, au milieu de toutes ces bonnes nouvelles qu'il ne s'agit pas d'oublier, et on peut célébrer l'action des banques centrales, il y a ce point aveugle, cet angle mort qu'il ne faut pas oublier. C'est vrai. Stéphanie Villers, le mot de la fin ? Oui, alors moi je pense que les salaires peut-être n'augmentent peut-être pas aussi vite que l'inflation et ça pose peut-être un problème sur la consommation. Pour autant, on voit le taux d'épargne, je suis obligée de parler au niveau macro, qui lui augmente. Donc les liquidités sont bel et bien là. Et le problème, en fait, c'est pas tant que les salaires n'augmentent pas assez, c'est que le consommateur, il est complètement perdu, il n'a pas de repère. C'est bien la première fois depuis 35 ans qu'il voit une inflation galopante comme ça. Donc sans repère, son réflexe, c'est de mettre de côté. Et en fait, c'est pas tant le problème de salaire, c'est le problème de confiance. En fait, il faut recréer un cadre où le consommateur pourra retrouver son environnement habituel. Là, c'est vrai qu'en ce moment, ça ressemble à tout sauf un environnement habituel. Bon, on essaie de mener la barre comme on peut, en tout cas. Merci à tous les trois d'être venus participer à ce débat. Stéphanie Villers, PwC, Frédéric Farah à Paris 1 et Rodolphe Bonas chez Aristide Retail Technologies, chez Ars. C'est chic, hein